Le jour de mon anniversaire, mon mari a réuni tout le monde pour annoncer qu'il me quittait pour ma meilleure amie. Alors que tout le monde riait et portait un toast à leur « nouvel amour », je me suis levé, j'ai souri, et j'ai dit « vous le regretterez ». Un mois plus tard, il s'est présenté à ma porte, brisé et suppliant. Je me suis toujours demandé pourquoi ma meilleure amie insistait pour organiser ma fête d'anniversaire. Maintenant, en voyant mon mari embrasser ma meilleure amie devant nos amis les plus proches et notre famille, tout prenait un sens parfait. Isabelle, ma soi-disant meilleure amie depuis 15 ans, avait orchestré la scène parfaite pour mon humiliation. Avant de commencer ce récit de trahison et de vengeance calculée, merci de faire partie de ce voyage. Si vous aimez les histoires d'émancipation et de justice qui se mangent froide, abonnez-vous, c'est gratuit. Voyons la vengeance magistrale d'Emma se dérouler. La flûte de champagne en cristal tremblait dans ma main alors que Sébastien, mon mari depuis 12 ans, s'éclaircissait la gorge pour ce que je pensais être son toast annuel d'anniversaire en mon honneur. La salle à manger privée du Grand Véfour, mon restaurant préféré à Paris, était baignée d'une lumière intime et remplie de visages familiers, tous soigneusement sélectionnés par Isabelle, sans aucun doute. Avant de célébrer une nouvelle année de la vie de ma magnifique épouse, commença Sébastien, sa voix portant une pointe inhabituelle qui me fit frissonner, je dois partager quelque chose d'important. Il marqua une pause, ses yeux ne rencontrant pas les miens, mais se posant sur Isabelle, qui se tenait près de l'armoire à vin vintage, ses lèvres rouges esquissant ce que je reconnaissais maintenant comme de l'anticipation plutôt que de l'amitié. La salle retint son souffle. Je sentis la main de ma mère presser mon épaule par derrière, son instinct sentant probablement déjà ce que je refusais de reconnaître. La fourchette en argent massif avec laquelle je jouais tomba bruyamment contre la porcelaine de Limoges, le son tranchant dans le silence suspendu. Emma, poursuivit Sébastien, s'adressant à moi comme si nous étions seuls et non entourés de 30 de nos amis et membres de notre famille les plus proches, tu as été une partie incroyable de ma vie, mais parfois, l'amour nous trouve dans des endroits inattendus. Ces mots flottaient dans l'air comme un gaz toxique, étouffant lentement chaque souvenir heureux que nous avions construit ensemble. Isabelle s'avança alors, sa robe émeraude, celle que je l'avais aidée à choisir le mois dernier, captant la lumière alors qu'elle se plaçait à ses côtés. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent, son insistance pour organiser cette fête, les appels téléphoniques secrets qui se terminaient quand j'entrais dans la pièce, les regards entendus échangés lors des dîners. Sébastien et moi sommes tombés amoureux, annonça Isabelle, sa voix ayant le même ton qu'elle utilisait pour partager des recettes ou des potins lors de nos cafés hebdomadaires. Nous n'avons jamais voulu que cela arrive, mais le cœur a ses raisons. Quelqu'un halta, probablement ma sœur Claire, toujours la plus dramatique. Mais ce fut le rire nerveux et épars qui suivit qui me blessa vraiment profondément. Ces gens, nos gens, trouvaient réellement de l'humour dans ce moment. J'aperçus des sourires gênés, fus témoin de la levée maladroite des verres alors que Sébastien continuait de parler de nouveaux départs et de suivre son cœur. Mon père se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. « Comment osez-vous » commença-t-il, mais je levai la main, le faisant taire. C'était mon moment, mon humiliation, mon histoire à contrôler. Je me levai lentement, lissant la robe de cocktail noire que j'avais achetée spécialement pour cette occasion. « Eh bien, dis-je, ma voix plus stable que je ne le sentais, je suppose que cela explique les mystérieux voyages d'affaires du week-end et le nouveau parfum. » La salle se tut, tous les yeux rivés sur moi. « Et Isabelle, ma chérie, cela explique certainement pourquoi tu as insisté pour que je porte du noir ce soir. Quelle délicatesse de ta part de m'habiller pour mon propre enterrement. » Sébastien eut l'audace d'avoir l'air mal à l'aise. « Emma, nous ne voulions pas te blesser. » « Non, » l'interrompis-je, prenant une gorgée délibérée de champagne. « Alors peut-être que vous n'auriez pas dû choisir ma fête de 40 ans pour cette charmante annonce. » Mais d'un autre côté, me tournai-je vers Isabelle, tu as toujours eu un certain talent pour le spectaculaire, n'est-ce pas? Je posai mon verre avec un contrôle précis, bien que chaque nerf de mon corps hurlât de le jeter. Le bracelet tennis en diamant que Sébastien m'avait offert pour notre 10e anniversaire capta la lumière alors que je bougeais, et avec un soin délibéré, je le dégrafe et le laissai tomber sur la nappe blanche immaculée. Vous le regretterez, dis-je doucement, mais avec une conviction absolue. Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. La légère hésitation dans le sourire d'Isabelle, l'incertitude momentanée qui vacilla sur le visage de Sébastien me dirent qu'ils avaient compris mon intention. Emma. Isabelle s'avança, tendant la main comme pour toucher mon bras. Je reculai, mon mouvement si fluide qu'il fit paraître son geste maladroit. Merci à tous d'être venus célébrer, m'adressai-je à la salle, ma voix portant la chaleur d'une tempête d'hiver.
S'il vous plaît, profitez du gâteau. Isabelle a passé des heures à le choisir, après tout. Il serait dommage de laisser toute sa planification minutieuse se perdre. En sortant du grand Véfour cette nuit-là, la tête haute et les pas mesurés, j'entendis le murmure des conversations exploser derrière moi. Laissez-les parler, laissez-les spéculer. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Car tandis que Sébastien et Isabelle avaient passé des mois à planifier leur grande révélation, ils avaient oublié un détail crucial à mon sujet, j'avais toujours été meilleur pour les stratégies à long terme. L'air frais de la nuit frappa mon visage alors que je mettais le pied sur le trottoir, et je me permis enfin un vrai sourire. Ils pensaient que c'était la fin de mon histoire. Ils avaient tort. Ce n'était que le commencement. Le matin après la catastrophe de mon anniversaire, j'ai disparu. Pas physiquement, bien sûr, mais socialement. Je suis devenu un fantôme. Mon téléphone vibrait sans cesse de messages d'amis et de membres de la famille inquiets, chaque notification étant un rappel des spectateurs de mon humiliation. Je les ai tous laissés sans réponse. Au lieu de me noyer dans les larmes ou le vin, j'ai canalisé ma rage dans la recherche. Mon ordinateur portable est devenu mon plus proche confident alors que je plongeais profondément dans les affaires de Sébastien. En tant qu'avocate d'affaires, je savais exactement où chercher les fils qui dénouraient son monde soigneusement construit. 12 ans de mariage m'avaient donné une connaissance intime de ses faiblesses, de ses secrets et, plus important encore, de ses mensonges. La présence d'Isabelle sur les réseaux sociaux est soudainement devenue une lecture fascinante. Chaque publication parfaitement soignée, chaque lieu identifié, chaque connexion professionnelle, je les ai tous catalogués. Son empire immobilier, bâti sur des relations soigneusement cultivées et une réputation de discrétion, était sa fierté. Quelle ironie que cette fierté soit sa chute. J'ai loué un modeste appartement dans le 15e arrondissement, en utilisant le nom de jeune fille de ma mère. L'ironie ne m'a pas échappé que je vivais maintenant dans un espace plus petit que mon dressing de l'avenue Foch. Mais il ne s'agissait pas de confort, il s'agissait de stratégie. Dans cet espace anonyme, je pouvais penser clairement, planifier méticuleusement sans que le fantôme de ma vie conjugale ne hante chaque recoin. Emma, s'il te plaît, supplia ma sœur Claire lors de sa 3e tentative de visite, tu as besoin de soutien en ce moment. J'ai simplement souri et fermé la porte. Le soutien n'était pas ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de concentration. Les regards inquiets et les platitudes compatissantes ne feraient que me ralentir. Le jour, je maintenais ma position au cabinet d'avocat, mon masque professionnel ne glissant jamais. Mes collègues marchaient sur des œufs autour de moi, mais je ne leur donnais rien à raconter. Pas d'explosion émotionnelle, pas de confrontation dramatique, juste une compétence calculée et un sourire énigmatique qui les mettait plus mal à l'aise que des larmes ne l'auraient jamais fait. Tard dans la nuit, je construisais mon réseau, des comptes email anonymes, des applications de messagerie sécurisées et une documentation minutieuse de chaque information que je recueillais. Les partenaires commerciaux de Sébastien sont devenus des alliés involontaires alors que je me faisais passer pour une investisseuse potentielle, chaque conversation révélant de nouvelles fissures dans sa façade d'entreprise. Les clients d'Isabelle étaient étonnamment bavards lorsqu'ils étaient approchés par quelqu'un intéressé par ses méthodes commerciales uniques. Les murmures de coins arrondis, de problèmes immobiliers non divulgués et de pratiques comptables créatives peignaient un tableau intéressant. Chaque révélation était soigneusement classée, chaque pièce s'insérant dans mon puzzle plus vaste. Je les observais de loin alors qu'ils affichaient leur relation, désormais libérée du secret. Sébastien emménagea dans le Penthouse d'Isabelle, celui qu'elle avait acheté de manière suspecte peu après son divorce il y a 3 ans. Ils assistaient ensemble à des bals de charité, leurs photos éclaboussant les pages des magazines mondains locaux. Chaque apparition publique ajoutait une nouvelle couche à ma compréhension de leur routine, de leur vulnérabilité. La retenue requise était atroce. Quand j'ai entendu mon assistante mentionner qu'Isabelle avait été vue en train de magasiner des bagues, j'ai gardé mon sang-froid, même si mes ongles creusaient des croissants dans mes paumes. Quand le cabinet d'avocat familial de Sébastien a remporté une affaire majeure et qu'il a été photographié célébrant avec Isabelle à ses côtés, j'ai simplement ajouté la coupure de journal à ma collection grandissante. Mon père, toujours le patriarche protecteur, a tenté d'intervenir. Ma chérie, ta mère et moi sommes inquiets. Tu ne peux pas simplement disparaître comme ça. Mais je le pouvais, et je l'avais fait. La femme qu'il connaissait, l'épouse parfaite, l'amie loyale, la fille prévisible, était morte à cette fête d'anniversaire. À sa place se trouvait quelqu'un de bien plus dangereux, une femme qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. Un mois après mon exil volontaire, j'ai reçu une invitation à un dîner chez un ami commun.
Sébastien et Isabelle y seraient, célébrant leur nouvelle vie. J'ai décliné avec une note polie invoquant des engagements antérieurs. Laissez-les penser que je me cachais de honte. Laissez-les croire que leur trahison m'avait brisé. En réalité, je rencontrais un ancien client d'Isabelle, dont le projet de développement de luxe avait mystérieusement échoué après ses conseils experts. Son histoire, combinée à d'autres que j'avais collectées, formait un schéma que tout journaliste d'investigation trouverait fascinant. Le fait que ce journaliste particulier ait une dent contre le cabinet de Sébastien n'était qu'un bonus supplémentaire. Assise dans mon appartement dépouillé ce soir-là, entouré de documents et de pistes numériques, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Le choc initial de la trahison s'était cristallisé en quelque chose de plus dur, de plus froid. Chaque appel sans réponse, chaque invitation déclinée, chaque moment de silence créait de l'anticipation pour ce qui allait suivre. Ils pensaient que mon silence signifiait l'acceptation. Ils supposaient que ma disparition signifiait la défaite. Mais ils avaient oublié la leçon la plus importante sur le silence, ce n'est pas le tonnerre qui vous tue, c'est l'éclair que vous ne voyez jamais venir. J'ai pris mon téléphone et j'ai finalement répondu à l'un des innombrables messages, une simple réponse à un vieil ami de la faculté de droit travaillant maintenant pour l'AMF, Autorité des marchés financiers. Oui, j'adorerais prendre un café pour rattraper le temps perdu. J'ai quelques informations intéressantes sur les développements immobiliers locaux que j'aimerais partager. Les pièces étaient en place. La scène était prête. Il était temps de leur rappeler pourquoi ils auraient dû craindre mon silence. La rencontre café avec mon contact de l'AMF n'était que le début. En quelques semaines, le cabinet d'avocats de Sébastien est devenu le sujet d'un audit de routine. Le voir se démener pour expliquer des transactions douteuses et une comptabilité créative m'a apporté une satisfaction que je n'avais pas anticipée. Chaque matin apportait de nouveaux feux à éteindre pour lui, chacun stratégiquement allumé par des informations que j'avais soigneusement divulguées. L'empire immobilier d'Isabelle a commencé à s'effondrer avec une précision chirurgicale. Des dénonciations anonymes aux inspecteurs en bâtiment ont révélé de nombreuses violations du code dans ses propriétés prestigieuses. Soudain, ces développements de luxe faisaient la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. Les murmures que j'avais cultivés sur ces pratiques commerciales douteuses se sont transformés en rugissements. J'ai orchestré leur chute comme une symphonie, chaque mouvement parfaitement synchronisé. Pendant que Sébastien était distrait par l'enquête de l'AMF, je me suis assuré que ses plus gros clients apprennent son manque de surveillance dans leurs contrats récents. Il est incroyable de voir à quelle vitesse la loyauté s'évapore lorsque des millions d'euros sont en jeu. Le prestigieux bureau d'angle dont il se vantait depuis des années ressemblait maintenant plus à une cage de verre. Avez-vous entendu parler du dernier projet d'Isabelle Monroe? Les murmures lors des événements caritatifs se firent plus forts. Apparemment, les fondations sont instables. Les investisseurs sont furieux. J'étais assise à ma propre table lors de ces événements, regardant les vautours de la société tourner autour de leur nouvelle proie. L'ironie ne m'a pas échappé que les mêmes personnes qui avaient ri de mon humiliation participaient maintenant avec empressement à la leur. Le premier coup dur pour Sébastien est venu lorsque les associés directeurs de son cabinet ont convoqué une réunion d'urgence. Je n'avais pas besoin d'être là pour savoir ce qui s'était passé. Mes preuves soigneusement plantées de ses manquements à l'éthique avaient trouvé leur chemin jusqu'aux bonnes personnes. Son nom a été retiré du papier à en-tête du cabinet le même jour. La déchéance d'Isabelle fut plus publique. Lors de l'inauguration de son dernier développement de luxe, un groupe d'anciens clients en colère a organisé une manifestation. La vue de son mascara coulant sur son visage alors qu'elle tentait d'expliquer leurs accusations a fait la une de toutes les pages mondaines. Les mêmes photographes qui avaient autrefois capturé son sourire triomphant documentaient maintenant sa disgrâce. Emma m'a appelé ma sœur Claire un soir, la voix pressante, Sébastien a l'air terrible. Il perd du poids. Et Isabelle, eh bien, elle boit beaucoup. Que as-tu fait? Je me suis concentré sur ma guérison, Claire, ai-je répondu innocemment. Demande à leur conscience ce qu'ils ont fait. L'effet domino a continué. Le jeune frère de Sébastien, Marcus, un associé junior du cabinet, a été contraint de prendre publiquement ses distances. Leurs parents, qui avaient autrefois accueilli Isabelle comme le grand amour de Sébastien, traversaient maintenant la rue pour l'éviter. L'isolement qu'ils m'avaient destiné est devenu leur réalité. Mon coup de maître est venu sous la forme d'un article à charge dans le journal économique le plus respecté de la ville. Chaque transaction douteuse, chaque manquement à l'éthique, chaque trahison de la confiance des clients, exposé au grand jour pour que tous les voient. L'article ne me mentionnait pas une seule fois, mais ceux qui nous connaissaient reconnaissaient mes empreintes partout.
L'audience de suspension de la licence immobilière d'Isabelle a été programmée le même jour où Sébastien faisait face au Conseil de l'Ordre. Une coïncidence, bien sûr. Je n'ai assisté à aucune des deux, mais j'ai savouré un déjeuner tranquille dans leur restaurant préféré, seul à ce qui était autrefois leur table habituelle. L'effondrement de leur vie professionnelle a coïncidé parfaitement avec l'implosion de leurs relations personnelles. Le stress a une façon de révéler les vraies couleurs, et les leurs étaient particulièrement laides. Leurs disputes publiques sont devenues légendaires, le couple parfait maintenant parfaitement misérable. Tu m'avais promis que tu avais tout sous contrôle. La voix d'Isabelle a traversé le restaurant un soir où il ne savait pas que j'étais assise juste au coin. Maintenant, je perds tout à cause de toi. Moi. Le rire de Sébastien était amer. C'est toi qui as insisté pour qu'on rende ça public à son anniversaire. Ce sera spectaculaire, tu as dit. Elle n'aura qu'à l'accepter, tu as dit. Eh bien, comment ça marche pour nous? J'ai siroté mon vin et souri. Ils avaient orchestré mon humiliation dans ce même restaurant. Maintenant, ils ne pouvaient même plus y savourer un repas sans s'effondrer. La justice poétique a toujours été ma préférée. Le coup de grâce leur a été porté par une source inattendue. L'ancienne assistante d'Isabelle, armée d'années de preuves documentées, a intenté un procès pour licenciement abusif. Les détails qui ont émergé ont brossé un tableau de corruption que même leurs partisans restants ne pouvaient ignorer. La tentative de Sébastien de sauver sa carrière par une interview télévisée a spectaculairement échoué. Son charme étudié passait pour de la suffisance et de l'insincérité, et ses explications sonnaient comme des excuses. La section des commentaires était particulièrement brutale. La société n'aime rien de plus que de voir les puissants chuter. En regardant leur monde soigneusement construit s'effondrer, je n'ai ressenti ni joie ni tristesse. Au lieu de cela, il y avait un sentiment d'équilibre rétabli. Ils avaient essayé de m'effacer de leur histoire, mais au lieu de cela, j'étais devenu l'auteur de leur chute. La dernière fois que je les ai vus ensemble, ils se disputaient dans la rue devant leur ancien café préféré. Les vêtements de marque d'Isabelle semblaient maintenant miteux et la démarche assurée de Sébastien était devenue un pas traînant et vaincu. Ils ne m'ont pas remarqué les regarder depuis ma voiture, mais j'ai tout remarqué, la façon dont ils ne pouvaient même pas se regarder, la distance entre eux qui semblait grandir à chaque seconde qui passait. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon agent immobilier. Leurs pantous étaient officiellement sur le marché, listés bien en dessous de sa valeur. Ils avaient besoin d'une vente rapide, apparemment. J'ai souri et pris une note mentale pour que mon avocat soumette une offre. Après tout, j'avais toujours aimé cette vue. Après avoir assisté à leur effondrement public, je savais qu'il était temps de me concentrer uniquement sur Isabelle. La ruine professionnelle de Sébastien était complète, mais Isabelle s'accrochait encore à des fragments de son statut social. Cela allait changer. J'avais gardé mes munitions les plus dévastatrices spécifiquement pour elle. Le dossier crypté sur mon ordinateur portable contenait des années de ses indiscrétions, soigneusement documentées et horodatées. Chaque trahison, pas seulement la mienne, mais celle d'innombrables autres. Isabelle avait fait carrière en gravissant les échelons sociaux en écrasant les autres. La première révélation est venue par le biais de sa fondation caritative. Des dénonciations anonymes ont conduit les enquêteurs à découvrir que seule une fraction des dons parvenait réellement à leurs bénéficiaires prévus. Les matrones de la société qui défendaient son image philanthropique se sont recroquevillées d'horreur lorsque leurs noms ont été associés à sa fraude. Le saviez-vous? Madame de la Roche, la plus grande donatrice de la fondation, m'a acculé lors d'un vernissage. Toutes ces années, soupçonniez-vous ce qu'elle faisait avec nos dons? J'ai simplement siroté mon champagne et répondu, Isabelle a toujours eu des goûts de luxe. Les implications se sont répandues dans la pièce comme une traînée de poudre. Son passé est revenu la hanter par vagues. D'anciens clients ont émergé avec des histoires de transactions immobilières douteuses. De vieux amis se sont soudainement souvenus d'occasions où des bijoux avaient disparu après ces visites. Chaque révélation était parfaitement synchronisée, juste au moment où elle pensait pouvoir se remettre de la dernière. Le scandale de son premier mariage a ensuite fait la une des journaux locaux. L'accident suspect de son ex-mari, le versement d'assurance opportun, le règlement de divorce précipité, tous des détails soigneusement recherchés qui soulevaient des questions inconfortables. La police n'a pas rouvert l'affaire, mais le tribunal de l'opinion publique n'avait besoin d'aucune accusation formelle. Les tentatives désespérées d'Isabelle pour maintenir son image sont devenues de plus en plus pathétiques. Elle a organisé un gala de charité dans sa propriété restante, mais presque personne n'y a assisté.
Ceux qui sont venus ne sont venus que pour chuchoter derrière leurs mains et documenter sa chute sur leurs réseaux sociaux. S'il te plaît, m'a-t-elle acculé dans les toilettes pour dame d'un restaurant chic, sa tenue de créateur ressemblant maintenant plus à un costume qu'à de la couture. Je sais que c'est toi derrière tout ça. Que veux-tu? De l'argent? Des excuses? J'ai ajusté mon rouge à lèvres dans le miroir, prenant mon temps avant de répondre. Quoi, Isabelle, ma chérie? J'ai déjà tout ce que je veux. Je m'assure juste que tu obtiennes tout ce que tu mérites. Son isolement social est devenu complet lorsque le cercle féminin, sa fierté, a voté pour révoquer son adhésion. Les mêmes femmes qui s'étaient autrefois disputées son attention prétendaient maintenant ne l'avoir jamais connue. Chaque invitation annulée, chaque porte fermée était une autre petite victoire. Le coup final est venu d'une source inattendue, sa propre mère. Lors d'un événement social de premier plan, l'aînée Madame Monroe a publiquement dénoncé les actions de sa fille, s'excusant en larmes auprès de tous ceux que sa fille avait lésés. La vidéo est devenue virale dans notre cercle social, mettant fin à toute chance de rédemption pour Isabelle. J'ai observé à une distance soigneusement entretenue sa descente aux enfers. Son apparence soignée a commencé à se fissurer, littéralement. Sans accès à ses ressources habituelles, sa routine d'entretien coûteuse a failli. Les racines grises et les vêtements de créateurs vieillissants racontaient leur propre histoire de déclin. Son désespoir a atteint son paroxysme lors du mariage d'un ami commun, où elle avait réussi à conserver une invitation grâce à d'anciennes relations. Après trop de verres de champagne, elle a fait une scène, accusant divers invités de l'avoir abandonnée. La sécurité l'a escortée dehors alors qu'elle sanglotait sur la loyauté et l'amitié, des mots qui avaient un goût de cendre dans sa bouche. Sébastien, déjà aux prises avec son propre exil professionnel, a finalement coupé tous les ponts. Leur histoire d'amour, qui m'avait coûté mon mariage, ne s'est pas terminée avec passion, mais avec des papiers. Il a demandé une ordonnance restrictive après qu'elle se soit présentée à son nouvel appartement modeste, créant un autre spectacle public. Tu m'as détruite, a-t-elle texté une nuit, son message truffé de fautes de frappe. Es-tu heureuse maintenant? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transféré le message à mon avocat, l'ajoutant à la documentation de son comportement de plus en plus erratique. Chaque tentative désespérée de me contacter ne faisait que renforcer ma position. Les chroniques mondaines qui avaient autrefois présenté son travail caritatif et son succès commercial publiaient maintenant des articles sur son déclin. La chute choquante d'une mondaine parisienne est devenue, une ancienne personnalité fait face à de multiples enquêtes pour fraude. La trajectoire fut aussi rapide que sans pitié. Sa dernière apparition publique fut presque un anticlimax. Dans un petit café où nous partagions autrefois des brunchs hebdomadaires, elle était assise seule, son sac à main de créateur maintenant une contrefaçon évidente, sa manucure écaillée, fixant un café froid qu'elle ne pouvait pas se permettre de remplacer. Nos regards se sont croisés brièvement alors que je passais avec mon nouveau cercle d'amis, mais je ne l'ai pas saluée. Elle était devenue ce qu'elle avait toujours le plus craint, invisible. Ce soir-là, assise dans mon Penthouse nouvellement acheté, son ancienne maison, j'ai reçu un appel de ma sœur. Emma, ne penses-tu pas que c'est assez? Elle a tout perdu. J'ai regardé le coucher de soleil depuis les mêmes fenêtres où Isabelle avait autrefois planifié mon humiliation. Non, Claire, ai-je répondu calmement. Elle a juste perdu ce que tout le monde pouvait voir. Il y a encore tellement plus à prendre. L'appel s'est terminé sur le soupir inquiet de ma sœur, mais je n'ai ressenti aucun remords. Après tout, Isabelle m'avait appris une leçon inestimable sur l'amitié, certaines choses valent mieux être complètement détruites. La nouvelle de l'exil social complet d'Isabelle s'est répandue dans nos cercles comme un virus, infectant toutes les relations qu'elle et Sébastien avaient jamais cultivées. D'anciens amis ont été contraints de choisir leur camp, et l'instinct de conservation a rendu leur choix simple. Le couple qui avait autrefois fait la pluie et le beau temps dans la société ne pouvait même plus obtenir une réservation décente au restaurant. La sympathie initiale de ma sœur Claire pour eux a commencé à faiblir à mesure que de plus en plus de détails émergeaient. Je n'arrive pas à croire l'argent de la fondation, a-t-elle avoué lors d'un dîner dans mon nouveau Penthouse. Tous ces programmes pour enfants. Comment a-t-elle pu? J'ai simplement hoché la tête, laissant le poids de chaque révélation faire son travail. La beauté de la vérité, c'est qu'une fois qu'elle commence à couler, elle crée son propre élan. La famille de Sébastien, en particulier son jeune frère Marcus, a fait face à sa propre épreuve sociale. Lors d'une réunion du conseil d'administration d'une œuvre de charité, j'ai vu Marcus se tortiller alors que des questions sur sa connaissance des manquements à l'éthique de son frère étaient soulevées.
Ces dénégations balbutiantes lui ont coûté son poste, bien que je n'ai même pas prévu ce domino particulier. L'effet d'entraînement a touché tous les coins de notre monde partagé. Le country club où Sébastien et moi avions passé d'innombrables week-ends a discrètement révoqué son adhésion. La position prisée d'Isabelle dans 3 conseils d'administration caritatifs a disparu du jour au lendemain. Même leur restaurant préféré ne trouvait soudainement plus leur réservation. Il faut admirer la minutie, a remarqué David, mon nouveau collègue au cabinet qui m'avait embauché avec empressement après la disgrâce de Sébastien. C'est comme assister à une masterclass en démolition sociale. J'ai souri derrière mon verre de vin, appréciant l'ironie que ma réputation professionnelle se soit en fait améliorée à travers cette épreuve. Leurs familles ont subi des dommages collatéraux que même moi, je n'avais pas anticipés. Les parents de Sébastien, autrefois des piliers de la communauté, ont vu leurs propres invitations sociales diminuer. Le club de bridge de sa mère n'avait soudainement plus de place. Les partenaires de golf de son père ont développé des conflits d'horaires. L'opprobre par association s'est avéré étonnamment contagieux. La jeune sœur d'Isabelle, qui avait toujours vécu dans son ombre, a saisi l'occasion de prendre complètement ses distances. Lors d'un gala de charité, je l'ai entendu proclamer haut et fort, « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas avec elle. » La façon dont elle a traité Emma, dégoûtant. La performance était un peu lourde, mais j'ai apprécié le sentiment. La réaction de la communauté professionnelle a été particulièrement fascinante. Les cabinets d'avocats qui avaient autrefois courtisé Sébastien mettaient maintenant en garde leurs associés contre tout contact. Les agents immobiliers qui s'étaient pâmés devant les annonces d'Isabelle refusaient maintenant de retourner ses appels. Leurs noms sont devenus des contre-exemples dans les discussions des conseils d'administration. Même leur personnel domestique a quitté le navire. Leur ancienne gouvernante, Marie, travaillait maintenant pour moi, apportant avec elle une connaissance intime de leurs habitudes et de leur vulnérabilité. Madame Emma, a-t-elle confié un matin, il préparait ça depuis des mois. Les appels séparés, les réunions secrètes. J'aurais dû vous le dire. C'est bon, Marie, les jeux assurés, savourant mon café du matin dans ce qui était autrefois le service en porcelaine préféré d'Isabelle. Tout s'est déroulé exactement comme il se devait. La conséquence la plus délicieuse fut de voir leurs anciens complices se démener pour me prouver leur loyauté. Les gens qui avaient ri de mon humiliation se bousculaient maintenant pour partager des histoires sur les méfaits de Sébastien et Isabelle. Chaque révélation était soigneusement notée et classée, des munitions pour un usage futur. Leurs lieux de vacances préférés, comme la Côte d'Azur, sont devenus interdits. Le directeur du Belle-Rive, où ils avaient probablement consommé leur trahison pour la première fois, a personnellement appelé pour m'assurer qu'ils ne seraient plus jamais les bienvenus. J'ai réservé la suite présidentielle pour Noël, juste pour le plaisir. La vieille tante de Sébastien, la matriarche de la famille qui avait autrefois déclaré Isabelle comme une partenaire parfaite pour son neveu, les appelait maintenant, ces gens-là, à voix basse et désapprobatrice lors de sa garden party annuelle. Leur nom était notablement absent des photographies de famille exposées sur des chevalets anciens. La presse locale, sentant le changement de vent social, a commencé à exhumer de vieilles histoires. Les journalistes qui avaient autrefois écrit des profils élogieux du couple de pouvoir rédiger maintenant de subtils articles à charge. La chute du couple en or de Paris a été publiée en une série de 3 parties, chaque volet plus dévastateur que le précédent. Leur liste de cartes de vœux communes, dont Isabelle s'était autrefois vantée de contenir plus de 300 noms, s'est réduite à des messages numériques désespérés qui sont restés largement non ouverts. Les fêtes de fin d'année qu'ils avaient autrefois dominées fleurissaient maintenant en leur absence, leur nom étant ostensiblement absent de chaque liste d'invités. J'ai tout observé depuis ma nouvelle position de pouvoir, orchestrant certains mouvements, en appréciant simplement d'autres. L'avalanche sociale que j'ai déclenchée avait développé son propre élan, les enterrant plus profondément que je n'aurais pu le faire seul. Leur tentative désespérée de maintenir des liens ne faisait que souligner leur isolement. Alors que l'année touchait à sa fin, j'ai organisé ma propre réception de vacances dans le Penthouse. La liste des invités comprenait tout le monde qui comptait, sauf eux, bien sûr. Debout près de ces fenêtres du sol au plafond, saluant les invités qui avaient autrefois été témoins de mon humiliation, j'ai ressenti une profonde satisfaction. Tu as changé, a observé Claire, me rejoignant près de la fenêtre. Parfois, je te reconnais à peine. J'ai souri, regardant les lumières de la ville en contrebas. Non, ma chérie. Je suis juste enfin devenu qui j'ai toujours été. Ils m'ont seulement aidé à le réaliser. La fête continuait autour de nous, vibrante et vivante, tandis que quelque part dans la ville,
deux personnes qui s'étaient autrefois crues invincibles affrontaient une autre soirée seules avec leurs regrets. Alors que le vent glacial de janvier hurlait à l'extérieur des fenêtres de mon Pentouze, mes plans soigneusement orchestrés atteignirent leur apogée. La dernière tentative de Sébastien pour sauver sa carrière juridique par le biais d'un petit cabinet privé avait implosé de manière spectaculaire. Son dernier client, un promoteur immobilier désespéré, a découvert une documentation anonyme sur les manquements éthiques passés de Sébastien quelques heures seulement avant de signer un contrat majeur. La situation d'Isabelle s'est avérée encore plus catastrophique. L'enquête de l'AMF sur ses transactions immobilières s'était étendue pour inclure l'évasion fiscale et la fraude. Ses actifs restants ont été gelés, la laissant affronter la dure réalité de l'hiver sans sa voiture de luxe bien-aimée ni l'accès à ses comptes d'investissement. Leur relation, autrefois exhibée comme une romance épique valant la peine de détruire mon mariage, s'est détériorée en dispute publique hurlant devant ce qui était autrefois leur bistrot préféré. Les accusations stridentes d'Isabelle sur la lâcheté et l'incompétence de Sébastien ont attiré une foule d'observateurs armés de smartphones. La vidéo est devenue virale dans nos cercles sociaux en quelques heures. Il avait promis qu'il me protégerait. Le visage d'Isabelle, strié de mascara, a rempli d'innombrables écrans. Il a dit que nous gérerions tout ensemble, mais regardez-nous maintenant. La réponse de Sébastien, un froid, tu es seul maintenant, est devenue la légende d'innombrables publications sur les réseaux sociaux. L'empire financier qu'ils avaient tous deux pris pour acquis s'est effondré comme un château de cartes dans un ouragan. Le portefeuille d'investissement de Sébastien, fortement endetté et mal géré ces derniers mois, s'est effondré sous le poids des appels de marge. Les propriétés d'Isabelle, déjà entachées par le scandale, sont devenues des actifs toxiques que personne ne voulait toucher. Leurs tentatives désespérées de sauver quelque chose, n'importe quoi, ont conduit à des décisions encore plus catastrophiques. L'interview mal avisée de Sébastien avec un journal économique local s'est transformée en une confession qui a impliqué Isabelle dans plusieurs transactions douteuses. Elle a riposté en publiant des emails qui exposaient son rôle dans l'escroquerie des clients de son ancien cabinet. Tu as vu, m'a texté Claire un matin. Ils vendent tout. Même la bague de fiançailles d'Isabelle est en vente en ligne. J'ai souri, me souvenant comment elle avait brandi ce diamant tape à accent grave-l'œil à mon visage lors de ma fête d'anniversaire. Maintenant, ce n'était qu'un autre actif à liquider. La tempête parfaite que j'avais conçue a balayé non seulement leur richesse et leur statut, mais leur sens même de l'identité. Sébastien, autrefois l'incarnation du succès juridique, ne pouvait même pas obtenir un poste de chargé de cours en droit dans une université de second rang. Isabelle, le papillon social qui s'enorgueillissait de ses compétences en réseautage, s'est retrouvé bloqué sur toutes les plateformes de médias sociaux qui comptaient. Leur dernière apparition conjointe lors d'une séance de médiation ordonnée par le tribunal a brossé un tableau de dévastation complète. Les costumes sur mesure de Sébastien avaient été remplacés par du prêt-à-porter qui ne lui allait pas tout à fait. La garde-robe de créateur d'Isabelle avait cédé la place aux bonnes affaires de la saison dernière. Ils étaient assis aux extrémités opposées de la table de conférence, incapables de se regarder. Tu as tout gâché, cracha Isabelle, sa façade parfaitement entretenue se fissurant enfin. Si tu n'avais pas insisté sur cette stupide annonce publique? Moi. Le rire de Sébastien était creux. C'est toi qui voulais l'humilier. Faisons-le à sa fête d'anniversaire, tu as dit. Ce sera parfait, tu as dit. Eh bien, à quel point est-ce parfait maintenant? Le rapport du médiateur, qui a trouvé son chemin jusqu'à ma boîte de réception, détaillait leur dissolution financière complète. Chaque actif commun, chaque investissement partagé, chaque vestige de leur liaison devait être vendu pour satisfaire les créanciers et les jugements légaux. Les puissants n'étaient pas seulement tombés, ils s'étaient écrasés et consumés. La dernière tentative d'Isabelle de ressusciter son statut social par le biais d'un billet de blog confessionnel a spectaculairement échoué. Sa version des faits, destinée à se présenter comme une victime des circonstances et de la manipulation de Sébastien, a plutôt révélé des détails encore plus dommageables sur leur inconduite. La section des commentaires est devenue un champ de bataille d'anciens amis et associés partageant leurs propres histoires de trahison. Sébastien, confronté à la radiation du barreau et à la ruine financière, s'est retiré dans un studio dans un quartier de Paris qu'il n'aurait jamais daigné visiter dans sa vie antérieure. Ses montres de luxe, sa voiture de sport et même sa précieuse adhésion au club de golf ont été sacrifiés pour payer l'électricité et la nourriture. La tempête a atteint son apogée lorsque leur ancien cercle social s'est réuni pour le gala de charité annuel, un événement qu'ils avaient autrefois dominé. Leur absence a été marquée non pas par des murmures de sympathie, mais par des discussions désinvoltes sur leur chute, comme si l'on discutait des tendances de la mode de la saison dernière.
Ils étaient devenus des contre-exemples, leur nom synonyme d'orgueil démesuré et de trahison. J'ai assisté à ce gala, portant le bracelet tennis en diamant que j'avais laissé tomber sur la nappe lors de ma fête d'anniversaire, récupéré, nettoyé et maintenant symbole de mon triomphe. Les mêmes personnes qui avaient été témoins de mon humiliation se disputaient maintenant mon attention, désireuses de se distancer de toute association avec le couple déchu. Ce soir-là, alors que je sirotais du champagne et acceptais des condoléances qui ressemblaient plus à des félicitations, mon téléphone a vibré avec une notification. Sébastien avait été vu déménageant ses biens restants dans un hôtel de Formule 1 en périphérie de la ville. Isabelle, selon des sources fiables, en était réduite à demander à d'anciens amis un hébergement temporaire. La tempête parfaite avait fait son travail, ne laissant que des débris sur son passage. Et moi, debout dans l'œil du cyclone que j'avais créé, je ne ressentais que la calme satisfaction d'un travail bien fait. Ils avaient essayé de m'effacer de leur histoire, mais au lieu de cela, j'étais devenu l'auteur de leur destruction. On a frappé à la porte de mon Penthouse à 23h47 précise, exactement un mois après le gala de charité. À travers l'écran de sécurité, j'ai vu Sébastien se tortiller nerveusement dans le couloir, sa barbe de 3 jours de designer maintenant une barbe hirsute, son apparence autrefois impeccable réduite à des vêtements de grands magasins froissés. Je l'ai laissé attendre exactement 5 minutes, 1 minute pour chaque année où lui et Isabelle s'étaient vus en secret derrière mon dos. Quand j'ai finalement ouvert la porte, l'homme devant moi ressemblait à peine à l'avocat confiant qui m'avait humilié à ma propre fête d'anniversaire. « Emma » a-t-il articulé d'une voix rauque, « s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, observant chaque détail de sa détérioration, les cernes sous ses yeux, les mains tremblantes, les chaussures éraflées. Chaque imperfection était une petite victoire. « Eh bien, c'est inattendu » ai-je dit froidement. « Ne devrais-tu pas être en train de réconforter Isabelle ? J'ai entendu dire qu'elle avait beaucoup de mal à trouver un logement. »« Isabelle est partie » a-t-il dit, ses mots sortant en cascade. « Elle a quitté le pays hier. Dubaï, je crois. Une cousine éloignée lui a offert un nouveau départ. » Il a ri amèrement. « Elle n'a même pas dit au revoir. »« Quelle tragédie » ai-je répondu, ma voix dégoulinant d'une sympathie feinte. « Le rêve des jeunes amants s'est terminé si tôt. S'il te plaît, entre. Je crois que tu sais où tout se trouve. Tu as aidé à choisir la plupart des meubles. » Il m'a suivi dans ce qui était autrefois son salon, ses yeux balayant la pièce comme un animal piégé. L'espace avait été complètement redécoré, chaque trace de leur ancienne vie commune effacée. Seule la vue restait la même, les lumières scintillantes de la ville qui avaient été témoins de tant de leur rendez-vous secret. « Je sais que c'était toi » a-t-il dit, s'enfonçant soudainement dans un fauteuil en cuir. Tout. L'enquête de l'AMF, les documents divulgués, l'isolement social, tu as tout orchestré. Je me suis versé un verre de vin, le même millésime que nous avions servi à notre mariage. Es-tu vraiment venu ici juste pour énoncer l'évidence, Sébastien ? Ce n'est pas très digne d'un avocat. Je ne suis plus un avocat, a-t-il murmuré, les mots semblant le blesser physiquement. Grâce à toi. Je ne suis rien. Pas de carrière, pas d'argent, pas d'avenir. Même Isabelle ? Il s'est interrompu, passant ses mains dans ses cheveux en désordre. Ah oui, Isabelle, j'ai savouré son nom comme un dessert raffiné. Ton grand amour. La femme pour qui il valait la peine de détruire notre mariage. Dis-moi, est-ce que ça en valait la peine ? Ces moments volés, ces réunions secrètes, ce grand geste romantique à ma fête d'anniversaire, ont-ils réalisé tous tes rêves ? Son sang-froid s'est brisé. Tu nous as ruinés tous les deux. N'est-ce pas assez ? Que veux-tu de plus ? J'ai posé mon verre de vin avec un soin délibéré. Quoi ? Oh, Sébastien, tu ne comprends toujours pas. Il n'a jamais été question de vouloir. Il a toujours été question de mériter. Toi et Isabelle deviez apprendre que les actions ont des conséquences. Considérez cela comme une leçon de karma. Nous avons fait une erreur, a-t-il plaidé, des larmes se formant dans ses yeux. Nous n'avons jamais voulu te blesser comme ça. Nous sommes tombés amoureux. Le rire qui m'a échappé était sincère. Amoureux. Oh, mon chéri. Ce que toi et Isabelle aviez, c'était de la commodité enrobée de luxure, saupoudrée du frisson de la trahison. Le véritable amour n'a pas besoin d'un public pour ses déclarations. Le véritable amour n'humilie pas ses obstacles. Il s'est levé soudainement, la colère l'emportant brièvement sur son désespoir.
Tu aimes ça, n'est-ce pas? Notre souffrance, notre destruction, c'est juste un divertissement pour toi. Divertissement? Je me suis approché, ma voix baissant jusqu'à un murmure. Non, Sébastien. C'est la justice. Toi et Isabelle avez choisi de faire un spectacle de mon humiliation. J'ai simplement rendu l'appareil, à plus grande échelle. Je suis désolé, a-t-il étouffé, retombant dans le fauteuil. Mon Dieu, Emma, je suis tellement désolé. S'il te plaît, il doit y avoir quelque chose que je puisse faire. Quelque chose pour arranger ça. Je l'ai étudié un long moment, observant le tableau complet de sa dépression. Le puissant Sébastien réduit à mendier dans ce qui était autrefois sa propre maison. Il n'y a rien que tu puisses faire, ai-je dit finalement. Rien que tu puisses dire. C'est exactement ce que je t'avais promis cette nuit-là. Le regret. Pur, complet, dévorant. Emma, s'il te plaît. Au revoir, Sébastien, les yeux coupés, me dirigeant vers la porte. Je suis sûr que tu peux trouver la sortie. Après tout, tu as toujours été si doué pour les départs. Alors que la porte se fermait derrière sa silhouette affaissée, je suis retourné à mon vin et aux lumières de la ville. Quelque part à Dubaï, Isabelle découvrait probablement que l'offre d'aide de son cousin était assortie de conditions, des conditions que j'avais soigneusement arrangées. Et ici se trouvait Sébastien, brisé et seul, comprenant enfin le véritable coup de leur trahison. Mon téléphone a vibré avec un texto de Claire, c'est fini? Es-tu enfin satisfaite? J'ai souri en tapant ma réponse, presque. Il ne reste plus qu'une scène à jouer. Car si la dépression de Sébastien pouvait marquer la fin pour lui, ce n'était qu'une autre étape dans ma danse de vengeance soigneusement chorégraphiée. Après tout, certaines leçons doivent être absolument inoubliables. Après la dépression nocturne de Sébastien, je me suis retrouvé debout dans mon pentouse, fixant la chaise où il s'était assis. La victoire que j'avais orchestrée était complète. Sébastien brisé, Isabelle exilée, leur histoire d'amour transformée en un contre-exemple. Pourtant, quelque chose d'inattendu flottait dans l'air, une émotion que je n'avais pas prévue. Mon téléphone s'est allumé avec un message de mon détective privé à Dubaï. Le « nouveau départ » d'Isabelle avait évolué exactement comme je l'avais arrangé. L'offre d'aide de son cousin était assortie de conditions, en particulier un poste de secrétaire glorifié dans son entreprise, bien loin de son ancien empire immobilier. Les photos la montraient dans des vêtements modestes, la tête baissée, triant le courrier dans un bureau exigu. Je me suis versé un autre verre de vin et me suis installé sur mon balcon, au même endroit où Sébastien et Isabelle avaient probablement comploté mon humiliation. La ville s'étendait devant moi, indifférente au drame qui s'y était déroulé. Une année s'était écoulée depuis ma fête d'anniversaire, une année de mouvements calculés et de frappes précises, chacun conçu pour démanteler leur vie pièce par pièce. Claire est venue le lendemain matin, l'inquiétude gravée sur son visage. J'ai vu Sébastien hier, a-t-elle dit en acceptant le café que je lui offrais. Il travaillait comme assistant juridique dans un cabinet d'avocats de quartier. Il avait l'air anéanti. N'est-ce pas ce que je voulais, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour elle. Laisse, m'a-t-elle étudié attentivement. Tu as gagné, Emma. Ils ont tout perdu. Mais en te regardant maintenant, je dois demander, qu'as-tu gagné? La question m'a prise au dépourvu. Que avais-je gagné? Le succès professionnel, certainement. Le statut social, indéniablement. Le Penthouse, leurs anciens amis, leurs biens, tout était à moi maintenant. Pourtant, assise là avec ma sœur, je ressentais un vide étrange là où la satisfaction aurait dû se trouver. Ce soir-là, j'ai découvert un vieil album photo en réorganisant mon placard. Des photos de Sébastien et moi à des époques plus heureuses, d'Isabelle et moi en tant que véritables amis, avant la trahison, avant la vengeance, avant que tout ne change. J'ai tracé nos visages souriants, me souvenant de la confiance que j'avais autrefois ressentie, de l'amour auquel j'avais cru. Est-ce que ça en valait la peine, a demandé mon père lors de notre dîner hebdomadaire. Toute cette énergie, tout ce temps concentré à les détruire. J'ai pensé aux larmes de Sébastien, à l'exil d'Isabelle, à l'exécution parfaite de ma vengeance. Ils méritaient tout ce qu'ils ont eu, ai-je répondu, mais les mots avaient un goût différent maintenant. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu une lettre d'Isabelle, postée de Dubaï. Son écriture autrefois élégante était tremblante, le papier taché de larmes. Elle écrivait sur le regret, la solitude, la compréhension trop tardive du véritable coup de la trahison. J'aurais dû me sentir triomphante en lisant ces mots.
Au lieu de cela, je me sentais fatigué. La dernière tentative de contact de Sébastien est venue par l'intermédiaire d'un ami commun. Il avait commencé à faire du bénévolat dans une clinique d'aide juridique, aidant les personnes qui ne pouvaient pas se permettre une représentation. Il essaie de trouver la rédemption, a dit notre ami. Il parle de toi parfois, de la façon dont tu lui as appris la leçon la plus difficile de sa vie. J'ai passé une longue nuit sur mon balcon, réfléchissant à l'année écoulée. La planification méticuleuse, l'exécution soignée, le goût sucré de la vengeance. Cela m'avait complètement consumé. J'étais devenu une maîtresse orchestratrice de la destruction, mais à quel prix pour moi-même? Claire m'a trouvé là le lendemain matin, toujours dans mes pensées. Tu sais ce qui est ironique, a-t-elle dit en me rejoignant à la balustrade. En les détruisant, tu t'es transformé. La question est, aimes-tu la personne que tu es devenue? La vérité m'a frappé avec une force inattendue. En exécutant ma vengeance parfaite, j'avais changé fondamentalement. La femme qui s'était tenue humiliée à sa fête d'anniversaire était partie, remplacée par quelqu'un de plus dur, de plus froid, de plus puissant, mais aussi quelqu'un qui avait passé une année concentrée uniquement sur la destruction plutôt que sur la création. J'ai pris mon téléphone, regardant le dernier texto que j'avais reçu de Sébastien, j'espère qu'un jour tu trouveras la paix. Je sais maintenant que j'ai détruit quelque chose de beau, pas seulement dans notre mariage, mais en toi. Le soleil se leva sur la ville, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Ma vengeance était complète, parfaite dans son exécution. Sébastien et Isabelle avaient payé cher leur trahison, leur vie définitivement altérée par ma réponse calculée à leurs actions cruelles. Pourtant, debout là, regardant la ville se réveiller, je ne ressentais ni triomphe ni joie. Au lieu de cela, je sentais autre chose s'agiter, pas du regret exactement, mais une disposition à clore ce chapitre. Ils vivraient avec les conséquences de leur choix, comme je vivrais avec les miennes. Alors, demanda doucement Claire, et maintenant? J'ai souri, un vrai sourire cette fois, pas celui, froid, que j'avais perfectionné au cours de l'année écoulée. Non. Maintenant, je pense qu'il est temps d'écrire une nouvelle histoire. Une qui ne les concerne pas du tout. La douce victoire que j'avais imaginée s'était avérée être quelque chose de différent. Pas creuse exactement, mais transformatrice d'une manière que je n'avais pas anticipée. J'avais gagné, complètement et totalement, mais le triomphe m'avait changé tout autant que la trahison originelle. Il était temps de découvrir qui je pouvais être lorsque la vengeance n'était pas ma force motrice. Après tout, la meilleure vengeance est peut-être simplement de bien vivre sans qu'il n'occupe plus la moindre place dans mes pensées. 2 mois après ma dernière réflexion sur le balcon, je me suis retrouvé assise en face de David Anderson, un investisseur en capital risque qui avait suivi mon démantèlement stratégique de l'empire de Sébastien et Isabelle avec un intérêt professionnel. Votre exécution était impeccable, a-t-il remarqué, faisant glisser une proposition sur la table de conférence polie. Ce genre de précision, cette attention aux détails, imaginez ce que vous pourriez faire si vous la concentriez sur la construction de quelque chose au lieu de la destruction. L'opportunité qu'il présentait était ironique, une chance de revitaliser des entreprises en difficulté, de les transformer plutôt que de les détruire. Mon expérience en droit des sociétés, combinée à ce qu'il appelait ma compréhension exceptionnelle de la nature humaine, me rendait particulièrement qualifié pour le poste. J'ai accepté le poste le jour même où j'ai fait don des vêtements de créateur restant d'Isabelle à un refuge pour femmes. La symétrie me semblait juste, me débarrasser des derniers vestiges de la vengeance tout en embrassant une nouvelle direction. Claire a remarqué le changement immédiatement. Il y a de nouveau de la lumière dans tes yeux, a-t-elle observé lors d'un brunch dans un nouveau café, loin de tous les anciens lieux de prédilection. Tu ne fais plus qu'exister, tu vis. Mon premier projet consistait à sauver une entreprise immobilière familiale au bord de l'effondrement. L'ironie d'aider plutôt que de détruire une entreprise immobilière ne m'a pas échappé, mais la satisfaction de voir quelque chose s'épanouir sous ma direction s'est avérée étonnamment addictive. Des nouvelles de Sébastien et Isabelle me parvenaient occasionnellement par le bouche à oreille. Il avait trouvé une certaine rédemption dans son travail bénévole, aidant les gens à naviguer dans le système juridique qu'il avait autrefois exploité. Isabelle s'était progressivement adaptée à sa vie plus humble à Dubaï, enseignant l'anglais à des hommes d'affaires, bien loin de son empire immobilier, mais peut-être un meilleur usage de ses compétences en réseautage. J'ai vendu le Pantou 6 mois après ma conversation avec David. Les souvenirs qu'il contenait, à la fois de mon mariage et de ma vengeance, appartenaient à un chapitre différent. Mon nouvel appartement, donnant sur un parc tranquille plutôt que sur le quartier financier animé de la Défense, reflétait la paix que j'avais enfin trouvée.
L'amour est revenu dans ma vie de manière inattendue. Alexandre, un professeur veuf que j'ai rencontré lors d'un événement caritatif, abordait les relations avec la même considération réfléchie que j'avais développée. Notre lien s'est construit lentement, basé sur des conversations honnêtes et des expériences partagées plutôt que sur les apparences sociales. Tu es différente de toutes celles que j'ai jamais rencontrées, m'a-t-il dit un soir alors que nous marchions dans le parc en bas de ma nouvelle maison. Il y a une profondeur en toi, comme si tu avais traversé le feu et en étais sortie plus forte. Il n'avait pas tort. Les flammes de la trahison et de la vengeance avaient forgé quelque chose de nouveau en moi, non pas la destructrice froide et calculatrice que j'étais devenue pendant ma vendetta, but quelqu'un qui comprenait à la fois le prix et la valeur de la transformation. Mon succès professionnel a grandi à mesure que j'aidais plus d'entreprises à se redresser et à prospérer. Les compétences que j'avais affinées en détruisant le monde de Sébastien et Isabelle se sont avérées inestimables pour identifier les faiblesses et les opportunités dans les entreprises en difficulté. Chaque succès ressemblait à un pas de plus loin de la femme qui s'était tenue humiliée à sa fête d'anniversaire. 1 an et demi après la révélation de ma fête d'anniversaire, j'ai reçu 2 lettres. La première, de Sébastien, était des excuses formelles accompagnées de documents montrant qu'il avait créé une fondation pour aider les victimes de fraude financière. La seconde, d'Isabelle, contenait un simple message, « Tu as gagné, mais peut-être que nous avions tous besoin de perdre pour trouver notre chemin », j'ai classé les 2 lettres sans répondre. Leurs mots, leur vie, leur choix, rien de tout cela n'avait plus d'importance. Mon histoire avait évolué au-delà des limites de leur trahison. Claire m'a rejointe pour dîner à l'anniversaire de cette fête fatidique. « Referais-tu tout cela ?» a-t-elle demandé, me regardant attentivement. J'ai réfléchi à la question. La vengeance a rempli son rôle, ai-je répondu. Elle leur a appris les conséquences, oui, mais elle m'a appris quelque chose de plus précieux, ma propre force. Maintenant, je choisis d'utiliser cette force différemment. Mon dernier projet de capital risque consistait à créer des opportunités pour les femmes reconstruisant leur vie après des revers personnels. L'inspiration, bien qu'enracinée dans ma propre expérience, s'était épanouie en quelque chose de plus grand que la vengeance ou la rédemption. Tu es devenu une véritable philanthrope, a observé Alexandre un soir alors que je partageais mes plans pour la fondation. Renaître des cendres de la trahison pour créer quelque chose de beau. En regardant le parc, en voyant les familles et les couples profiter du simple plaisir d'une soirée d'été, j'ai senti les dernières traces d'amertume s'estomper. La trahison de Sébastien et Isabelle avait déclenché une transformation qu'ils n'avaient jamais prévue, non seulement la destructrice calculatrice qui avait orchestré leur chute, mais cette évolution finale vers quelqu'un qui pouvait construire, nourrir et grandir. La femme qui avait promis, vous le regretterez, à sa fête d'anniversaire avait tenu parole. Mais la femme qui avait émergé de cette promesse avait découvert quelque chose de bien plus précieux que la vengeance. Elle avait trouvé son vrai pouvoir, non pas dans la destruction, mais dans la création. Le phénix avait bel et bien rené de ses cendres, mais il volait maintenant vers des horizons que ces traîtres n'auraient jamais pu imaginer, laissant les cendres du passé là où elles devaient être, derrière elles.